Donc bonjour Camille, aujourd'hui je suis venu sur l'exposition du Low Tech Lab. Ouais. Donc c'est toi qui es la régisseuse, Oui. on peut dire ça comme ça? Le commissaire d'exposition, je crois. Commissaire d'exposition, excuse-moi. Non, t'inquiète, c'est très Donc- pompeux. Donc aujourd'hui je suis venu pour voir l'exposition. Tu peux me parler un peu du projet s'il te plaît? Ouais, alors le Low Tech Lab, c'est un projet qui a pour objectif de trouver, de documenter et de diffuser des technologies qu'on appelle des low tech. Donc c'est des technologies qui sont simples, qui sont accessibles à tous et qui sont durables. Et l'idée, c'est qu'elles sont open source, donc accessibles à tous et tout le monde peut les reproduire. D'accord, c'est un peu le contraire du high-tech. On peut dire ça comme ça, ouais. D'accord. Donc tous les projets qui sont ici sont en autoconstruction. Alors ouais, chacun peut les construire par soi-même. Après, il y en a qui sont plus complexes que d'autres. En fonction de ses capacités de bricoleur, on s'adapte. Et D'accord. nous, on offre aussi la possibilité d'accompagner des gens qui auraient des questions. Donc on peut les aider à autoconstruire. Génial. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir à ton exposition? Alors il y a plein de systèmes. Il y a des systèmes qu'on peut mettre dans sa cuisine, d'autres dans sa salle de bain, d'autres dans son salon. C'est des systèmes qui permettent de réduire la consommation d'eau, le gaspillage alimentaire et la consommation d'énergie aussi. Donc on a par exemple des systèmes de compostage ou des systèmes de chauffage comme un poêle de masse ou un chauffer. Et autrement dans la salle de bain, on a toilette sèche et douche à recyclage, chauffe-eau solaire, etc. D'accord, on peut aller voir ça? Ouais. Alors ça, c'est un biodigesteur. Tout le système qu'on voit là, c'est un système qui permet de faire un compostage différent que du compost classique. Un compost classique, on met tout ce qui est solide. Là, on va mettre tout ce qui est plutôt liquide. Parce que si on met du liquide dans un compost, ça le déstructure, donc il fonctionne mal. Par contre, ce système, on peut mettre tout ce qui est liquide. Donc par exemple, une vieille soupe ou alors l'eau des pâtes, l'eau du riz, au lieu de les rejeter. Et du coup, on entre ça ici, par la bouche du système. Et en fait, on le fait glisser dans le tuyau, donc c'est de la récupération de tubes de PVC classiques. On les a récupérés à la poubelle. Donc ça descend là, dans ce qu'on pourrait appeler l'œsophage, comme si on faisait la comparaison avec un tube digestif. D'accord. Et ensuite, ça arrive dans notre estomac, qui est derrière. Donc c'est un système qui est hermétique. Donc en fait, les aliments arrivent ici. Et donc ils vont être digérés comme dans un estomac. En fait, ça fonctionne tout simplement par une digestion anaérobie, donc sans air. Et donc quand ça se décompose, ça fait d'un côté du compost, ça ressort par là, et c'est un super engrais pour le jardin. Et de l'autre côté, ça fait du gaz. Mais ça sort sous quelle forme? Ça, c'est liquide. Ah, c'est liquide? Ouais. Donc il faut un récupérateur. Alors, en général, on met un long tuyau qui arrive directement là où on veut dans son jardin. D'accord. Donc Et au là, niveau des odeurs? Alors ça fait pas d'odeur, c'est digéré. C'est comme un compost qui est complet en fait. Il faut savoir que la décomposition, c'est ça qui peut générer certaines odeurs. Et encore, c'est que la décomposition se fait mal. Dans la nature, rien ne sent mauvais. Ouais. Donc ce qui est bien digéré ne sent jamais mauvais. Ce qui est mal digéré sent mauvais, effectivement, comme de la vase par exemple. Mais c'est très rare dans la nature que ça sente mauvais. Et l'idée préconçue qu'on a qu'un compost ou que des toilettes sèches sentent mauvaises, c'est parce qu'on s'en occupe mal. Et donc là, ça ne sent pas. Et ce qui pourrait sentir, c'est à la rigueur à l'intérieur, mais c'est hermétique, donc on sent rien. Alors la petite question, c'est que pour un petit baril comme ça, une fois qu'il est rempli, combien de temps on a d'autonomie au niveau du biogaz? Alors on peut faire, normalement si on le nourrit au quotidien, on a une demi-heure de gaz par jour, ce qui est suffisant pour faire à manger. Mais ça se remplit au bout d'un moment, non? Ça se remplit, une fois qu'il est rempli, hop, ça sort. Ah ok, donc pas besoin de le vider en fait. Ah non, ça se vide tout seul. En fait, le système, c'est que là, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit, et quand ça arrive là, à l'équilibre, hop, ça va ressortir par là. Donc D'accord. jamais tu ne l'ouvres en fait. Ok, une fois que c'est installé, c'est installé. C'est installé, c'est installé. À part si tu ne le nourris pas, du coup, il va s'arrêter. Il va falloir le relancer, et à ce moment-là, tu le... Et tu le relances avec quoi? Des bactéries? Tu le relances avec Ouais, quoi? alors en général, tu vas récupérer de la bouse de vache, c'est génial pour faire lancer le système. De la bouse de vache. Parce que ça a un fort pouvoir méthanogène et ça va lancer ta dégradation. Alors imaginons qu'on n'a pas de bouse de vache. On peut l'utiliser avec des excréments humains, des excréments de chèvre, non?
Alors oui, mais en fait c'est juste que les excréments humains ont un très faible pouvoir méthanogène, contrairement aux excréments de vache, donc ça va te lancer ton système beaucoup plus simplement. Après, trouver des excréments de vache, c'est pas trop compliqué. Oui, c'est vrai que la bouse, ça produit beaucoup de méthane, effectivement. Ouais. Contrairement à l'homme, en fait, où ces excréments sont pas du tout... leur pouvoir méthanogène est très faible. Du coup, ça va moins facilement lancer ton système. Donc, si j'ai bien compris, là, c'est l'estomac, ça digère, et le gaz, il va où? Le gaz, il remonte, parce que le gaz, c'est volatile. Il passe dans le tuyau qui est là. Et en fait, c'est un gaz qui est composé de CO2, de soufre et de méthane. Et le soufre et le CO2, on n'en veut pas. Donc, on va les filtrer. Donc là, on a une petite bouteille qui est remplie d'eau. Et donc, l'eau va récupérer le CO2. Et ensuite, ça remonte ici. Là, à l'intérieur, il y a des billes d'argile, comme on met dans des pots en terre. Les billes d'argile vont fixer le soufre. Donc, on n'a plus de soufre et beaucoup moins de CO2. Ça passe ici. Ça, c'est une poche hermétique. On peut utiliser tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui utilisent des vieux pneus, comme tu me disais. Là, on a récupéré une poche qu'on trouve sur les bateaux pour stocker de l'eau. Donc, c'était une poche en plastique. En fait, là, elle est recouverte d'un drap, mais c'est juste pour l'esthétique. C'est une poche en plastique. Du coup, elle est complètement hermétique parce que d'habitude, elle contient de l'eau. Et là, on va y faire passer le gaz. Donc, dans cette petite poche, quand le gaz arrive, en fait, elle va se gonfler. Elle va se gonfler, ouais. Ça se voit, hein. Elle gonfle. Et quand il y a suffisamment de pression, hop, le gaz passe ici, dans le tuyau, et revient à la gazinière. Et du coup, là, on peut avoir une demi-heure de cuisson par jour, sachant que c'est largement suffisant. En soi, on ne fait pas cuire pendant 40 minutes en général ces aliments. Oui. Et si on veut être vraiment consciencieux, normalement, on peut coupler un système de cuisson avec un système de marmite norvégienne. C'est un système où, quand on arrive à ébullition, on coupe le feu. On coupe le feu et on le met dans la cuisson. Voilà, tout à fait. D'accord, pour continuer la cuisson. Ouais, pour continuer la cuisson. Donc, en fait, une fois qu'on a installé ça, c'est entièrement gratuit, finalement. Ah bah oui, du coup, tu n'as plus à payer de gaz, à part si tu t'en occupes pas bien, quoi. Parce que généralement, on va toujours avoir des déchets de cuisine à mettre à l'intérieur. Oui. Mais que du liquide, c'est ça? Alors après, tu peux utiliser des choses qui sont pas liquides si tu n'as pas une suffisamment grande quantité, mais il faut les broyer pour pas que ça bouche les tuyaux, en fait. Ok. Du coup, donc faut construire un système par gravité, en fait, pour que ça puisse couler dans le... Voilà, tu vois là, en gros, cet endroit-là, c'est le plus haut du système. Quand ça coule, là, ça descend, il y a une pente. Oui. Et en fait, après... quand ça se remplit, c'est pareil, c'est par gravité. Une fois que c'est rempli, ça ressort. Donc en fait, il y a il faut réfléchir à la hauteur de tes différents systèmes pour que ça s'évacue bien. Mais écoute, je te remercie pour la présentation du biodigesteur. Alors à côté, qu'est-ce qu'on a? Je vois qu'il y a le bokashi. Je connais le lombricomposteur. Alors, le lombricomposteur, c'est cool, mais par contre, on a des petits vers dont il faut s'occuper. Ouais, je sais, c'est compliqué. Et ça prend surtout beaucoup d'énergie. Et puis surtout, c'est des êtres vivants qu'on n'a pas forcément envie de maltraiter. Si on part, etc., il faut s'en occuper. Là, c'est un système qui fonctionne avec des bactéries. Des bactéries? En fait, c'est des micro-organismes qu'on appelle des micro-organismes efficaces. Il faut imaginer que dans l'humus classique, on a plusieurs strates. Donc dans l'humus... C'est dans la forêt l'humus, c'est ce qu'il y a sur le sol. Les sols qui se dégradent. Donc dans un humus, en haut, on a effectivement les vers de terre qui vont dégrader dans un premier temps de façon large, on va dire. Et ensuite, dans les couches inférieures de la terre, on a les bactéries qui prennent le relais. C'est des micro-organismes, on appelle ça. Et en fait, ces micro-organismes, ils vont dégrader, mais de façon plus subtile, tout ce qui vient des arbres qui tombent, par exemple, les feuilles, etc. Okay. Et du coup, en fait, là, l'idée, c'est de reproduire ce principe. Donc là, on va mettre tous nos aliments, tous nos déchets alimentaires, en fait. Alors là, on peut tout mettre, solide, liquide. Alors tu peux mettre, moi je conseille pas trop de liquide quand même parce qu'après ça fait floc-floc dedans, donc sachant que tu peux compléter les deux, autant mettre ce qui est solide ici. Et donc normalement tu peux tout mettre, mais concrètement tu vas pas mettre l'eau de tes pâtes par exemple. Si tu n'as pas de biodigesteur, tu mets l'eau de tes pâtes dans ton évier plutôt, ce sera mieux. Parce que là ça va complètement déstructurer le truc. Et donc ça marche moins bien. Donc là c'est épluchure de légumes, peau de banane. Tu peux aussi mettre de la viande.
Ah bon? Quand tu as une alimentation saine, tu peux quasiment tout mettre. D'accord. Il faut juste, c'est pareil, les mettre en petits bouts pour que les bactéries, puisque comme tu n'as pas une première dégradation par les vers, c'est cool de les mettre en petits bouts pour que les bactéries aient un travail qui soit facilité. Et il faut bien tasser, parce que ça fonctionne, c'est pareil, ça fonctionne de façon hermétique. Parce que ces bactéries, naturellement, elles sont tellement profondes dans la terre qu'elles ont très peu d'oxygène. Donc ça doit être fermé. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a un couvercle avec tout simplement un petit joint, quoi. Hop. Donc on met tout là-dedans. Et en fait, il y a 2 seaux, l'un dans l'autre. Donc un premier seau dans lequel on met effectivement les déchets organiques. Okay. Il a des trous au fond. Et un deuxième seau dans lequel on a mis un petit robinet. Et donc en fait, les éléments dégradés vont donner un petit peu de terre, mais beaucoup de jus. Okay. Ça, c'est pratique en appartement, parce qu'en appartement, on ne sait pas trop quoi faire de sa terre. Par contre, on a toujours plein de plantes, et les plantes, elles sont plantées dans de la terre, mais qui, au fur et à mesure, va perdre tous ces nutriments. Okay. Donc, on va lui en rajouter. Et ce sera ce jus-là qu'on va rajouter. Un peu comme le jus de lombric, en fait. Voilà, exactement. Donc, il faut le mélanger? Alors oui, parce que c'est très très fort, donc il faut le diluer. Donc, on le dilue à 1%. Donc, pas beaucoup, d'accord. C'est pas beaucoup. Et en fait, donc, on récupère beaucoup de jus et très peu de terre. Ce qui permet de ne pas avoir de la terre à ne plus que savoir en faire. Et surtout, comme c'est hermétique, toute la question des odeurs, etc., machin, il n'y en a pas. Et ça se dégrade très très vite, en 3 semaines. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir par exemple 2 petits seaux, 2 petits systèmes. Quand il y en a un qui est fini, qui est rempli, hop, on le met en dessous et on remplace par celui qui est vide. Et puis celui qui est en dessous, on pourra mettre le peu de terre qui nous reste, par exemple dans une jardinière partagée si on habite à Paris ou dans son jardin si on habite en maison. D'accord, ma question c'est comment tu démarres le système? Parce que tu me parlais de bactéries, comment tu fais? Alors en fait, ces petites bactéries, elles s'achètent tout simplement sur Internet. Donc il y a un site Internet qui s'appelle Symbiovie. Tu peux répéter s'il te plaît? Symbiovie. C'est le monsieur qui s'appelle Bertrand Grevet qui a ouvert Symbiovie. Ah d'accord, Symbiovie. Ouais, et en fait, on peut commander ce qu'on appelle ces micro-organismes efficaces, ou en bouteille, ou alors dans une mixture déjà existante. Donc là, c'est du son dans lequel il a déjà mis les bactéries. Elles sont déjà là. Et du coup, on va saupoudrer ça à l'intérieur du système au début, et ça va diffuser les bactéries dans le... On le fait qu'une fois et ça lance le système? Ouais, et après les bactéries elles se développent toutes seules. Et si on sent que ça commence à être un peu déséquilibré, on peut en rajouter un peu, mais il faut vraiment une faible quantité. Quand tu le prends liquide, il faut faire 3 pchits et ça suffit. Là, tu mets une poignée et c'est bon quoi. Ok. Voilà. Donc juste à côté, on a beaucoup de lactofermentation. Ouais. Alors là, qui sont en plein soleil, c'est pas l'idéal. Ouais. C'est pour les besoins de l'exposition. Alors la lactofermentation, c'est le seul moyen de conservation qui nous permet de bonifier ces aliments. Et il n'utilise absolument aucune source d'énergie. C'est couper ces légumes, les écraser dans un pot pour faire sortir le jus. Et en fait, c'est le fait qu'elles soient dans leur jus qui va les conserver. Avec un peu de sel, non? Le sel, ça aide juste à faire sortir le jus. Mais ça permet... C'est pas obligatoire? C'est pas obligatoire. Tu m'apprends quelque chose, c'est bien. Celui-là, ça c'est des tomates. Ouais. Les tomates, c'est tellement plein de jus que j'ai même pas mis de sel. Ah ok, je savais pas. Alors tu peux en remettre un peu, mais en fait, le sel pour la conservation, c'est un autre moyen de conservation. Là, la lactose, c'est vraiment pour faire sortir le jus parce que ça fait ressortir facilement et t'as pas besoin de forcément appuyer comme un fou pour pouvoir refaire sortir ton jus. Et du coup, là, c'est pareil, on a encore un fonctionnement en anaérobie, donc sans oxygène. Un aliment, autour de l'aliment se développent des bactéries qu'on appelle des bactéries responsables de la putréfaction, donc qui vont le faire pourrir et qui font qu'on ne pourra plus le manger. Ces bactéries, elles se développent à l'air libre. Là, en mettant les légumes dans leur propre jus, il n'y a plus d'air. Et donc, dans ce jus vont se développer d'autres bactéries qui s'appellent des bactéries lactiques. Et ces bactéries, elles sont responsables de la conservation. Donc ça va acidifier le contenu? Ça va un peu acidifier le contenu. Donc ça va quand on va les manger, les légumes, ils auront un goût un petit peu acide par rapport à leur goût initial. Comme les pickles. Comme les pickles, ouais. Après, il ne faut pas les manger en trop grande quantité, il faut mélanger avec autre chose, parce qu'autrement, ça abîme le transit de chacun. Et du coup, il faut, par exemple, si tu prends des tomates en hiver que tu as lactofermentées, c'est cool de les mélanger avec des pâtes, avec du riz ou avec autre chose, pour pas que tu aies que ça dans ton estomac.
Je sais aussi que ça multiplie les vitamines, c'est ça? Ouais, ça multiplie les vitamines et ça te refait ta flore intestinale pour que tu aies une meilleure digestion. Merci. Passons à autre chose. Ouais. Je vois qu'à côté, il y a une douche avec un chauffe-eau solaire. Ouais. Alors, ça, c'est un des meilleurs systèmes qu'on ait découvert, ce chauffe-eau solaire. En fait, ça, je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est une vieille grille de frigo. C'est vrai, ça y ressemble en plus. Ouais. Ouais, tout à fait. Et derrière, là, et c'est l'ancienne porte du frigo. Effectivement. Donc ça, c'est que de la récup. C'est génial. Et donc, c'est un panneau solaire thermique, contrairement aux panneaux solaires photovoltaïques qui font de l'électricité. Là, c'est avec la chaleur du soleil. Voilà, donc c'est la chaleur du soleil qui est transportée. Elle n'est pas transformée en électricité. Elle est juste transportée et elle est utilisée pour chauffer l'eau du ballon d'eau chaude. Donc, ça utilise la conductivité, on dit ça? Là, en fait, le liquide qui est à l'intérieur de la grille, là, qui passe, C'est quoi qui passe comme liquide? c'est un liquide caloporteur. C'est très proche de l'eau, c'est juste que ça gèle moins vite. C'est ce qu'il y a dans le frigo? Ou Non, dans le frigo, c'est du fréon, c'est un gaz qui est hyper nocif pour l'environnement. Ouais. Donc là, on l'a enlevé. Alors la question que pose tout le monde, c'est ouais, vous l'avez relargué dans l'atmosphère, c'est dégueulasse. Il faut savoir que de toute façon, qui que ce soit qui réutilise un frigo, c'est pas recyclé. Donc quand c'est démonté par des grosses industries, etc., ça n'est jamais recyclé, c'est toujours rejeté dans l'atmosphère. Et D'accord. c'est dégueulasse, c'est un fait, mais on ne sait pas le recycler et on ne le fait pas. Mais alors, où est-ce qu'on trouve le liquide que tu mets dedans? Dans tous les Leroy Merlin, Monsieur Bricolage et Tu tout. peux répéter le nom du liquide? C'est un liquide caloporteur. Caloporteur. Ouais, il transporte les calories de chaleur, D'accord, on trouve ça n'importe où, tu me dis. n'importe où. Ok. Et du coup, il passe dans la grille, là. Hop. Ensuite, quand il arrive là, Il passe par le cuivre. il passe par le cuivre, il descend, il arrive dans le ballon d'eau chaude et il passe dans le serpentin, là. Alors, juste pour que les auditeurs puissent bien comprendre, Ouais. ça à la base, c'est un vrai chauffe-eau. Ouais, c'est un vrai Donc, ballon d'eau chaude. ça se trouve directement dans le chauffe-eau normalement? Alors non, ça se trouve pas directement dans le ballon d'eau chaude. C'est-à-dire qu'il Normalement, faut l'ouvrir, il faut le tu traficoter? l'ouvres par en dessous, ouais. Ouais. En fait, à la base, là, il y a une résistance électrique. Donc le chauffe-eau, il fonctionne avec de l'électricité. Oui. Et donc en fait, en gros, bon, alors là il est ouvert, donc d'habitude tu peux pas travailler dedans comme ça. Oui. Mais en fait, tu enlèves par en dessous Ok. la résistance et tu fais passer ton serpentin. Et donc le serpentin, il transporte toujours son liquide qui repart et qui vient se réchauffer dans le panneau. Donc il n'est jamais en contact avec l'eau. D'accord, c'est un circuit fermé. C'est un circuit fermé. Par contre, la chaleur va se diffuser dans l'eau. Ok, et généralement, ça marche très bien l'été Et ça marche très bien l'hiver. aussi? D'accord. En fait, si tu veux, la personne qu'on a été voir, elle nous a dit qu'elle utilisait ça à 90% du temps. Et elle habite dans quelle région cette personne? Elle habite du côté de Valence. Ensuite, on a un autre système, c'est une douche à recyclage qui peut fonctionner très bien avec le ballon d'eau chaude et le chauffe-eau solaire. Hein. Donc là, tu vas me parler d'un autre système? Ouais, c'est un autre système. Ils peuvent ou être installés l'un avec l'autre, ça, Oui. ça peut être génial, ou alors on n'est pas obligé d'avoir les deux pour que l'un et l'autre fonctionnent. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est ça? Alors ça, c'est l'arrière de la douche. Donc on peut aller à l'avant déjà, que tout le monde reconnaisse que c'est une douche. Ok. Donc là, on a un pommeau de douche classique, tout ça c'est tout à fait normal. On a juste un bac qui est un petit peu particulier parce qu'en dessous du bac, on a un récupérateur d'eau. Donc en fait, c'est une sorte de vasque dans laquelle on va récupérer l'eau de la douche et au lieu qu'elle parte direct aux égouts, eh ben, elle va repasser dans un tuyau. Mais ça va être récupéré avec quoi? Avec une pompe? Alors là, c'est juste que le bac il est un peu descendant, donc il va directement tout seul comme un grand dans le tuyau. D'accord. Il n'y a pas besoin de pompe à cet endroit-là. Là, il arrive ici, et là, effectivement, on a une pompe qui va aider à pomper et à monter l'eau. Donc ça va passer dans des filtres. Ok. Donc l'eau, elle contient quoi? Des cheveux, du savon, mais pas grand-chose d'autre. Donc elle passe dans des filtres qui vont récupérer les cheveux, le savon, et là, il y a du charbon actif pour garder les bactéries s'il y en a. Oui. Et ensuite, ça passe dans la pompe. Et là, c'est un petit chauffe-eau instantané, au cas où on est perdu 1 ou 2 degrés pendant la... Mais le chauffe-eau, il fonctionne à quoi? Alors celui-là, il est électrique, mais il consomme quasiment rien. Et moi, personnellement,
je m'en sers pas. Parce que je ne prends pas une douche de 20 minutes, donc l'eau n'a pas le temps de refroidir. Donc, tu as ce système installé chez toi? Oui. Et du coup, hop, tac, ça passe. Là, ça rechauffe vite fait. Et puis après, ça revient dans le circuit classique. Ok, donc c'est toujours la même eau qui tourne? C'est une boucle. Ok. Et du coup, au lieu d'utiliser 60 litres d'eau pour une douche, tu utilises 5 litres. En continu, toute l'année? Ah non, pas toute l'année. Après, à un moment ou à un autre, tu vides ton bac et tu reprends de l'eau du réseau. C'est-à-dire que si tu laisses ton eau tout le temps dedans, il va y avoir des bactéries qui vont se développer et c'est pas bon. Du coup, tu peux l'utiliser sur, par exemple, si tu as une famille de 4 personnes qui prennent tous leur douche le matin. Pendant toutes les 4 douches, tu utilises la même eau. Après, tu le vides et le lendemain, tu recommences. Mais au lieu d'avoir utilisé 60 litres x 4, tu as utilisé 5 litres, quoi. C'est très ingénieux. D'accord, c'est compliqué à mettre en place? Bah, je sais pas si tu vois, mais là, il y a alors une pompe, des filtres. Et les filtres, ça se trouve à Leroy Merlin aussi? Ouais, ça s'achète. Juste des filtres à eau, c'est des filtres de piscine, c'est quoi? C'est des filtres à eau classiques. Non, c'est même pas de piscine. Hein. D'accord. C'est des filtres assez classiques. Et en fait, ils s'ouvrent et ils se lavent. Du coup, t'es pas obligé de les changer régulièrement, tu les laves. Ok. Très bon système. Tu connais un peu la spiruline? Un petit peu. Ok. Alors ça, c'est une microalgue. C'est une microalgue qui a une trop belle histoire parce qu'elle pratique la photosynthèse. Et du coup, c'est une des algues qui a permis la création d'oxygène sur Terre. C'est-à-dire qu'elle prend le CO2 et elle en fait de l'oxygène. Du coup, si on peut respirer, c'est un peu grâce à elle. Ah, Donc, tu m'apprends un truc. c'est une super belle algue, donc elle est microscopique, elle se voit qu'au microscope. Et en fait, cette algue, elle est pleine de protéines, de vitamines et de fer. Donc c'est un super complément alimentaire. Aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé comme complément, c'est vendu en pharmacie pour les gens qui ont des carences, etc. Et c'est beaucoup utilisé en Afrique, notamment à Madagascar, pour faire des cures pour des enfants malnutris, pour les remettre sur pied. Donc ils ont une cure de 3 semaines avec beaucoup de spiruline et donc ça leur permet de diminuer leur carence alimentaire et de pouvoir reprendre un peu des forces. Alors, je vois une sorte d'aquarium. Comment on fait pour lancer la production? Alors, en fait, on récupère une souche. Donc, ou alors on la récupère dans un milieu naturel. Il y a des lacs de spiruline qui existent, naturels. Ou alors il y a plein de spiruliniers en France, donc des gens qui font de la culture. Tu y vas et tu leur demandes si tu peux leur acheter une petite souche. Du coup, tu prends en fait dans leurs grands aquariums, dans leurs grands bacs à eux, tu prends un petit seau, quoi. Ouais, et donc, tu as une certaine quantité et après, tu la fais grandir. Donc, comment tu la fais grandir? Alors, tu vas la mettre dans ton aquarium et ensuite, tu vas y rajouter le milieu de vie dans lequel elle se développe. Donc, c'est de l'eau avec du bicarbonate et quelques autres... faudrait aller voir sur le tuto, je ne vais pas te donner la liste, mais en gros, c'est un milieu de vie qui est de l'eau améliorée, quoi. Ouais. Et en fait, après, tu vas lui donner à manger et elle va se développer et elle va grandir et elle va se dupliquer. Et du coup, tu vas pouvoir en avoir une suffisamment grande concentration pour pouvoir en récolter et la manger. Ok. Et parce que comme ça n'a pas l'air très appétissant. Mais comment on la consomme alors? Alors en fait, tu vas. Parce que d'habitude, je la vois sous granulés ou de la poudre. Ouais, les granulés comme ça là. Alors les granulés comme ça, c'est ça. Et ben c'est pas très bon d'après moi. Ah bon? Le mieux c'est frais. Alors, pour l'avoir fraîche, en fait tu vas la filtrer, donc tu prends un tissu avec par exemple un tissu de sérigraphie, en fait c'est super fin. Du coup tu vas la presser. Et donc tu vas enlever toute l'eau, tout le milieu de vie dans lequel elle est. Ça fait une sorte de pâte? Ça fait une sorte de pâte. Et ça fait comme du fromage à tartiner. Tu le fous sur ta tartine le matin au lieu de ton Nutella dégueulasse, là. Et ben tu vas tartiner. Comme ça truc, on le cuit pas, rien? Ah non, c'est délicieux comme ça. D'accord, mais tu rajoutes absolument rien? Pas de beurre, rien? Non. Ça a quel goût? Ça a pas beaucoup de goût, c'est très onctueux. Mais ça a un goût très fade, c'est un peu négatif. Ça sent la mer, quoi? Non, du tout. C'est pas de l'eau de mer qui est dedans? C'est pas de l'eau de mer qui est dedans. D'accord. J'en prendrai tous les jours. Vas-y, moi je te le conseille, c'est très bon frais. Ok. Et puis c'est moins cher de le faire comme ça que de l'acheter en pharmacie. Parce que ça coûte super cher parce que c'est la mode. Alors qu'à nourrir, ça prend rien parce que tu la nourris avec du jus de clou rouillé. Donc concrètement, ça, c'est pas trop compliqué. Avec du jus de clou rouillé? Ouais. C'est sain, ça? C'est plus bio? En fait, elle va tout digérer. Donc toi, tu vas pas manger ça sous cette forme. Et après, ça, c'est de l'urine. Ok.
mélangé à quelques autres trucs, mais enfin c'est pas trop compliqué à trouver. Et du coup, tout ça, ça te permet de la nourrir. Et alors encore pareil, l'urine, tu vas pas manger de l'urine parce que c'est toute une chaîne de protéines qui vont être cassées. Encore l'urine, ça m'inquiète pas trop, c'est surtout ça là. Ça va être cassé, digéré et tu vas la remanger différemment. Des chloruriers, ok, je savais pas. En fait, elle adore le fer. Ok. Et c'est pour ça que tu l'aimes bien aussi parce qu'elle est pleine de fer et qu'en général, les gens sont très carencés en fer. Absolument. Voilà. Le Puelito. Ah, celui-là, il est chouette, hein. Ah, franchement, j'adore. Alors ça, en fait, c'est un poêle de masse, mais beaucoup plus petit. Tu sais, en Alsace, souvent, on voit dans les maisons, les gens, ils ont des grands... il y a plein d'endroits en bas, en dessous des murs, en fait, où ça fait des grands canapés, mais en très grosse masse, quoi. En fait, c'est une façon de chauffer chez eux. C'est fait en argile, en fait? Ouais, c'est fait en argile, et du coup, ça prend beaucoup de place, et ça fait partie intégrante de la maison. Du coup, si t'as pas pensé ton poêle de masse avant, ben, tu peux pas en rajouter un après. Et là, donc ça, on le fait pendant la construction, en fait? Bah, les poêles de masse classiques, oui. Celui-là, non. Celui-là, tu peux le rajouter après. Parce que ça, c'est un vieux bidon dans lequel on a coulé... Attends, je te montre. Dans lequel on a coulé du béton. Du béton? Du béton réfractaire? Du béton classique. Classique, d'accord. Donc ça, c'est du béton. Ensuite, on a fait des trous pour pouvoir faire circuler l'air et donc la chaleur pour que la masse s'imprègne de chaleur. Et jusque là, normalement, on met du sable. Il n'y en a pas parce que c'est cool que les gens puissent voir le circuit de l'air là, mais en fait, on rajoute du sable. Voilà. Donc le béton... Juste là ou là aussi? Alors non, pas là, juste là. Ok. Et donc le béton et le sable, c'est la masse du système. Et c'est ce qui va emmagasiner la chaleur qui va être créée quand on va faire brûler notre bois. Et donc au lieu d'avoir, comme dans une cheminée classique, super chaud dans ta maison quand tu fais ton feu, et puis une fois qu'il est éteint, super froid, et bien là, en fait, la masse va emmagasiner la chaleur et elle va la redistribuer tout doucement pendant 10 à 12 heures. Donc tu fais un feu le soir, à midi, tu es encore bien chez toi, quoi. Donc ça fonctionne comme un rocket stove à peu près? Non? Alors, où est-ce qu'on met le bois? Alors on met le bois sur le haut, là. Juste là-dedans. Comme ça, là. Ouais. On va allumer par derrière. Avec le tirage, en fait, ça va venir allumer le bois. Et puis là, on va en gros pouvoir réguler s'il y a plus ou moins d'oxygène qui rentre et qui sort dans le système. Et en fait, après, tu refermes. Donc, tu n'as pas d'émission de gaz, c'est une combustion complète. Donc là, on peut comparer ça à un pyrolyseur. Et du coup, c'est intéressant au niveau environnemental. Et puis, pour les poumons aussi, c'est pas mal de ne pas avoir d'émission de gaz. Et du coup, en fait, tu utilises vachement moins de bois qu'un système classique. D'accord, ok. Et du coup, le système du rocket stove, si tu veux, il n'y a pas de question de masse dedans. C'est juste du bois brûlé avec une cheminée qui se rétrécit pour augmenter le tirage. Là, c'est pas trop ça le principe. Là, le principe, c'est de faire circuler la chaleur dans de la masse pour que ça rediffuse tout doucement. Donc, si j'ai bien compris, la chaleur, elle monte par les tuyaux et après, on l'alimente dans la maison partout? Non. En fait, là, c'est la cheminée, donc ça s'en va après. La chaleur, elle va passer dans tout le circuit. Ici, tu vois, on voit, il y a tout un circuit d'air à l'intérieur du poêle même. Donc, ça va chauffer la masse qui est là. Ah oui, d'accord. Ça va se diffuser comme ça. Ok. Ok. C'est pas comme... C'est pas comme les poêles de masse classiques qui prennent toute la maison, justement. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple à construire et à installer chez soi. Après, c'est un petit, celui-là. Donc celui-là, on peut le déplacer? Ouais. Du coup, celui-là, tu vois, ça chauffe 15 mètres carrés. Ouais. Si tu as une maison ou une pièce de 25 mètres carrés, tu prends juste un gros bidon. Ça, c'est un bidon de 50 et il existe des bidons de 100. Tu fais un plus gros bidon. Juste une question, lorsque on met le feu, si on met la main, on se brûle? Là, non. Non? Là, oui. Ouais. Parce que c'est une vitrocéramique qui peut servir, par exemple, à chauffer ton eau pour ton thé du soir, par exemple, tu vois. Ah. Donc, tu peux t'en servir de plaque de cuisson. D'accord. Tu peux même mettre un wok, en fait, et faire revenir tes petits légumes. Ça chauffe vraiment très fort au moment où tu fais le feu. Il faut juste corréler le moment où tu fais le feu et le moment où tu fais ta cuisine. D'accord. Là, tu vas pas te brûler. Si tu as un petit bout de chou qui marche à 4 pattes et qui vient toucher, ça va être chaud, mais pas brûlant. Ok. C'est génial. Ça redistille tout doucement. Ok. Donc c'est Puelito, c'est ça? C'est un Puelito, ouais. Ok.
Alors qu'est-ce qu'on a à côté? Alors après là, c'est des systèmes qui se mettent plutôt en extérieur. Donc ça, c'est un système d'épuration des eaux grises et des eaux noires en fait. Donc les eaux qui sortent de ta maison, donc celles qui sont passées dans tes toilettes, celles qui sont passées dans ta douche, celles qui sont passées dans ta cuisine. Et au lieu d'avoir une fosse septique ou de les emmener en station d'épuration, là tu peux les épurer directement dans ton jardin grâce aux bactéries qui sont présentes sur les racines des plantes. Donc ça, c'est du roseau. En fait, tu fais un trou dans ton jardin. Oui. Tu mets des graviers, des gravillons, du sable et tu plantes tes roseaux. Et en fait, les roseaux, au niveau de leurs racines, ils ont des gros bulbes racinaires. Et du coup, il va y avoir des bactéries qui vont se développer, qui vont manger les impuretés qui sont présentes dans ton eau et qui vont relarguer l'eau à la nature propre. Alors pas potable, Mais propre. tu ne vas pas pouvoir la boire, mais propre. D'accord. Propre pour que la nature, que la terre puisse la boire et puisse, elle, finir le travail de potabilisation. Après, c'est tout un cycle et ça retourne à une source. Alors, le tuyau, il est enterré ou il est juste en surface? Lequel? Le tuyau des eaux usées, lorsque Il est ça en se déverse. surface. Il arrive en fait sur la petite pierre qui est là. Il arrive là, ça se déverse ici, et donc ça décante, ça coule, D'accord. et en fait, ça arrive dans le tuyau en bas qui est là, et hop, ça arrive à la fin du système. Si tu veux, on peut même faire le test. Hein. Je te mets dedans. Ouais. Alors, ça va pas être immédiat. Il faut le temps que ça se décante, mais c'est assez rapide. Donc si je le verse sur la petite pierre, c'est pour pas que ça fasse un trou dans le sable au bout d'un moment et que ça abîme le système. Ah, je comprends mieux. Donc c'est très facile à mettre en place finalement. Alors, plus ou moins, parce qu'il faut quand même être accompagné, sachant qu'il faut pouvoir être suivi par un professionnel pour être sûr que ton système il est valable et que tu relargues pas des eaux qui sont mauvaises dans l'environnement, parce qu'il faut une certaine hauteur de sable, une certaine hauteur de gravillon, une certaine hauteur de gravier et une certaine taille de bassin en fonction du nombre de personnes qui sont dans la maison et du nombre d'eau qui sont écoulées. Donc c'est pas complexe à comprendre. Par contre, tu ne peux pas aujourd'hui faire ça en autoconstructeur sans être suivi par un professionnel. C'est histoire d'être sûr que les eaux sont clean quand tu les rejettes et ça paraît assez normal. Ok, donc ça peut être intéressant pour une tiny house, un truc comme ça? Ah bah ouais, après pour la tiny house, il faudra pouvoir le déplacer à côté de ta tiny, mais ouais. Oui, à condition qu'elle bouge pas, quoi. Oui, à condition qu'elle bouge pas carrément, oui. Tu peux le faire. Donc tu vois là, ça coule. Et je pense même que si on vient là, on devrait voir l'écoulement des eaux dans le tuyau. Je sais pas si tu vois trop la caméra, mais Non, on voit pas trop. il y a des petites gouttes qui perlent en fait et qui descendent jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Bon, chouette comme système. Ouais, c'est vraiment chouette. Et en fait, quand les roseaux ils sont grands, c'est trop beau dans un jardin. Et les roseaux, c'est compliqué à trouver? Non, on les a récupérés dans un champ, nous. D'accord. On les a replantés. Après, tu peux en acheter aussi. C'est que des roseaux? Alors, dans le premier bac, c'est que des roseaux. Dans le deuxième bac, tu peux remettre des roseaux. Ah, il y a plusieurs bacs? Tu mets 2 bacs normalement. Là, c'est vraiment un système de démonstration pour qu'on voit les couches. Normalement, tu mets 2 bacs. Okay. Et donc, dans le deuxième, tu peux mettre... Les roseaux, on les met parce que c'est très, très solide. Enfin, c'est résistant. Du coup, s'il y a des eaux qui sont vraiment noires, bah, ils ne vont pas en souffrir. Dans le deuxième bac, l'eau est déjà bien épurée. Donc, tu peux mettre des plantes comme des macrophytes, par exemple, qui vont faire des fleurs. Et donc, ça, c'est encore plus beau dans ton jardin. Ok. Et après, il y a plein d'abeilles et plein de biodiversité qui se développe autour de ça. Les petits hérissons, ils aiment bien ça aussi. Alors, les toilettes sèches, c'est un système de toilettes qui n'utilise pas d'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos toilettes, on utilise 7 litres d'eau potable à chaque fois qu'on va aux toilettes. L'eau potable, c'est précieux. Il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas accès dans le monde. Et nous, on l'utilise pour se transformer en eau noire. Les eaux noires, c'est hyper compliqué à épurer. Et surtout, après, ça ne nous donne rien du tout. Alors que les toilettes sèches, c'est l'idée de faire ses besoins dans un seau dans lequel on met après de la sciure de bois. Et le mélange entre nos excréments et la sciure de bois, et ça nous fait un compost. Et le compost, après, ça fait de l'engrais et ça retourne à la terre. Et on n'utilise pas d'eau.
C'est un système qui est hyper intéressant parce que vraiment le problème de l'eau potable et des eaux noires, c'est deux énormes problèmes, alors que ces toilettes, elles sont super simples. Et contrairement à tout ce que tout le monde pourrait penser, ça ne sent pas mauvais parce qu'il y a un équilibre qui se fait entre carbone et azote, sachant que quand tu mets de la sciure de bois, ça va faire un mélange avec les excréments qui va se dégrader tout à fait bien et sans odeur. Il faut rajouter quelque chose en plus, des microbes ou non? Non. Juste de la sciure de bois. Juste de la sciure de bois. De la sciure de bois ou des feuilles d'art ou de la... Enfin, c'est juste du carbone, quoi. Généralement, les gens qui installent ça chez eux, ils le font à l'extérieur. Non, moi je les ai dans mes toilettes. Ah, tu utilises ça, d'accord, dans tes toilettes. Il faut juste sortir le seau 1 à 2 fois par semaine et aller le mettre au fond du jardin. Et si on est en appartement, eh ben, par exemple, aujourd'hui, la mairie de Paris propose l'installation de composteurs dans les cours d'immeubles. Oui. Ils viennent les vider régulièrement pour après les revendre à des agriculteurs qui s'en servent comme engrais. Du coup, toi, tout ce que tu as à faire, c'est de construire le système et d'installer un seau que tu vas vider 1 à 2 fois par semaine, comme tu vides tes poubelles en fait. Oui. Et tu vas le mettre dans ton jardin. Et au lieu de salir des eaux potables, eh ben, tu permets de revaloriser les sols. Ok. Un autre système? Ouais, alors ça, c'est un chauffage solaire. Ça se met sur la paroi de ta maison, en fait, sur ton mur, en plus de ton mur. Et en fait, il y a 2 trous à l'arrière, un trou en haut, un trou en bas. Tu veux qu'on aille voir peut-être? Ouais, je veux bien. Donc tu vois, un trou en haut, Ok. un trou en bas. Et donc, de façon logique, l'air froid est en bas, l'air chaud est en haut. Du coup, là, en fait, on fait un trou dans le mur de la maison. Ça vient se relier au trou du bas. Et donc l'air froid qui est en bas de la maison passe par en bas. Il passe dans le système et il se réchauffe parce que c'est plein d'ardoises. Donc les ardoises emmagasinent de la chaleur et elles la donnent à l'air. Et là, on a un deuxième trou en haut qui fait repasser dans la maison. Et donc quand on est à, je sais pas moi, 10 degrés en bas, on est à 70 en haut. Attends, parce que j'ai du mal à comprendre. Ça, on le colle à la paroi de la maison. D'accord? Ouais. Faut le mettre comme ça en biais? Non. On le colle carrément sur le mur. Ouais. Et on perce le mur. Ouais. Donc il y a un trou à l'intérieur de la maison, c'est ça? Donc ce sera l'air de la maison qui va rentrer par ce petit trou et qui va remonter en haut. Ouais. D'accord. Faut en installer combien à peu près pour pouvoir Alors, chauffer? Ça, c'est bien pour 15-20 mètres carrés, tu gagnes 7 degrés. Ce qui est quand même pas négligeable D'accord. en hiver. Du coup, il faut calculer en fonction de la surface que tu as besoin de chauffer. En soi, une pièce de 15 mètres carrés, c'est déjà une grande pièce. Du coup, si tu gagnes 7 degrés dans une grande pièce en hiver, t'es content. Avec un petit poêle de masse en plus, t'es pas mal. Ok. Mais ça a l'air simple à construire en fait. Ouais. Alors c'est quoi? C'est juste... C'est des ardoises. Des Il y a une ardoises. coupe là si tu veux. Tu vois? Pardon. Tu vois les différentes couches. Donc là, tu as de l'isolant. Là, c'est du bois. Là, c'est de l'aluminium. Ok. Les rouleaux d'alu là, que tu colles. Ouais. Là, il y a des linteaux de bois qui font que le circuit est long. Ça fait passer l'air dans plein de petits bouts. Ok. Ensuite, tu as de l'ardoise et ensuite, tu as une vitre. Et puis un cadre pour l'esthétique, quoi. Et puis pour bien garder le système fermé. Et comment ça s'appelle ce système? C'est un chauffe-air solaire. Ok. Chauffe-air solaire. Ou un chauffage solaire pour être plus simple. C'est plutôt ingénieux. Et puis c'est pas moche. Donc ça va sur une paroi de maison. Merci pour la découverte. De rien. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'est le dernier système. C'est une éolienne pigote. C'est une petite éolienne qu'on peut construire. Alors, c'est quand même un peu complexe. Il y a pas mal de gens qui proposent de le construire à plusieurs pour pouvoir réussir à tout faire parce que ça demande quand même pas mal de compétences différentes. Déjà, on part d'un gros bout de bois et on va venir tailler les pales à la main. Et ça, c'est très complexe parce qu'en fait, il y a plein d'informations. Elles ont une forme très particulière pour leur ergonomie. C'est pas du pifomètre. Là, il y a une certaine taille. Là, sur le derrière, c'est bombé. Là, il y a une certaine inclinaison. Tout ça, c'est pour que les pales tournent au mieux. Donc, tout est expliqué dans le manuel de fabrication, mais
quand même un peu fastidieux, sachant que c'est une petite éolienne, celle-là elle fait 200 watts, on peut aller jusqu'à 2000, donc t'imagines bien que la plus grande, elle a des encore plus grandes pales, donc c'est long à faire. Juste cette petite éolienne, on peut faire quoi avec, concrètement? Alors de 200 watts, bah, tu vas pouvoir... en gros, tu peux recharger, je pense, 2 batteries, et puis tout ce qui est énergie spécifique, je pense que tu peux le passer dessus. Énergie spécifique, c'est recharger un ordinateur, allumer des lampes, etc. Tout ce qui demande vraiment de l'électricité. On peut le laisser comme ça, il faut vraiment le monter en hauteur. Ah, faut vraiment la monter en hauteur, et ça se met pas n'importe où, c'est-à-dire que souvent les gens font l'erreur de se dire « Oh, il y a du vent chez moi, ça fonctionne ». Il faut faire attention à ce que les vents ne soient pas tournants. Parce que si ton éolienne, elle passe son temps à devoir se mettre face au vent, en fait, c'est toujours l'aileron au bout qui va bouger, mais jamais tes pales. Donc ça ne te donnera pas d'énergie. Donc par exemple, les gens qui sont sur des balcons et qui aimeraient trop pouvoir mettre des éoliennes, ben, ça ne va pas produire beaucoup parce que sur un balcon, les vents, ils viennent toujours se cogner au mur et donc ils sont toujours tournants. Et il faut des grands vents qui soient directs, donc ça, c'est pas possible en ville. Au niveau législation, on peut installer ça n'importe où? Non, en ville, je crois, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'à Paris, on n'a pas le droit de mettre des éoliennes. D'accord, il faut que ce soit sur son terrain. Ouais, sur son terrain. Et puis après, du coup, tu vois, on a récupéré un vieux moyeu de voiture qui nous permet de faire le rotor, donc l'endroit qui tourne avec les pales, qui est constitué d'aimants, et le stator, qui est constitué de bobines de cuivre. Et donc les aimants vont tourner le long des bobines de cuivre, et c'est les aimants qui vont faire tourner les électrons qui sont présents dans les bobines de cuivre. Et le mouvement de ces électrons, c'est ce qu'on appelle l'électricité. Donc c'est ça qui nous crée de l'électricité. Et là, on récupère en fait ce courant électrique dans une batterie. C'est pas branché là. Oui, bien sûr. Mais ça m'a l'air bien complexe quand même. C'est complexe, mais par contre, ils proposent des formations et de la construction participative. Donc tu peux participer à un chantier de quelqu'un qui veut s'en installer une. Et du coup, en fait, la personne qui veut s'en installer une, ça lui fait de la main-d'œuvre gratuite. Donc vous êtes plusieurs à la construire. Il y a un formateur qui est là pour guider les opérations. Et après, toi, une fois que tu as appris, tu peux très bien le refaire chez toi. Ou alors, si tu ne te sens encore pas encore une fois de le refaire chez toi, tu organises un chantier participatif. Et où est-ce qu'on fait ça? Alors, il y en a partout en France. C'est Tripalium qui fait ça. C'est une association qui propose des formations pour des éoliennes. Ça coûte cher? Une éolienne comme ça? Non, la formation. Ah, la formation, je pense que c'est gratuit. Tu viens sur un chantier, tu participes. En fait, c'est le prix de ta main-d'œuvre, quoi. Ah, d'accord. Donc tu viens, tu payes pas, en fait. Tu viens aider et du coup, tu apprends en même temps. C'est donnant-donnant. D'accord. Ok, c'est noté. Alors, tout à l'heure en off, tu m'avais dit que tous les tutos sont disponibles sur le net. Oui. C'est-à-dire qu'on peut s'en inspirer et auto-construire tous les projets qu'on a vus ici. Tous sans exception. Ok. Je vous mettrai les liens dans le descriptif sous la vidéo. Ok, écoute, je te remercie de ton accueil. De rien, avec plaisir. Merci d'être passé me voir. Avec plaisir. Ça me fait de la compagnie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube du Citoyen Prévoyant. Vous allez pouvoir rejoindre plusieurs dizaines de milliers de citoyens. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Salut.